Passons maintenant à la découverte de l'avant-dernière partie de cette ligne du temps. La voici. Et donc là, nous voyons que nous sommes rentrés de plein pied dans l'Antiquité. Et progressivement, donc nous passons cette fameuse proto-histoire et progressivement, nous nous acheminons vers l'époque de Jules César, qui est un grand général romain, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc nous allons tout d'abord nous intéresser à ce personnage. Et vous voyez, il y a un autre personnage qui devra recueillir notre intérêt. Et vous voyez aussi, parallèlement à cette civilisation romaine et à son histoire, nous voyons une époque apparaître. On nous parle de l'époque gallo-romaine. Donc nous allons essayer aussi de présenter, d'enquêter un peu sur ce concept. Alors, voici une peinture, c'est une reconstitution, c'est une peinture du 19e siècle qui représente justement Jules César. Alors, Jules César, il est dans une position, on a littéralement l'impression qu'il est assis sur un trône royal, voire même un trône impérial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on pense à tort que Jules César était un grand empereur romain. Jules César n'a jamais été empereur pour la simple et bonne raison que le pouvoir impérial romain va apparaître après la mort de Jules César. Ce pouvoir impérial, il est postérieur à Jules César. Donc, Jules César est représenté ici avec cette magnifique toge et manteau rouge et il fait face à son adversaire. Vous avez devant vous la représentation de Vercingétorix sur son beau cheval blanc. Et que fait Vercingétorix ? Eh bien, regardez, il vient de déposer ses armes. On retrouve des casques, des glaives, des carnixes aussi. Voilà, vous avez ici le carnix qui est représenté. Alors le carnix, c'est, si vous voulez, une espèce de trompette qui était utilisée par les armées gauloises. Et nous voyons bien différents Gaulois qui ont été capturés par les Romains. Alors on reconnaît qu'il s'agit de Gaulois. Pourquoi ? Bien parce que regardez, ils portent un espèce de collier autour du cou. Ça s'appelle un torque et tous les Gaulois en portaient un. Donc cette reconstitution, elle a quand même quelques points de pertinence par rapport à l'histoire. Et vous voyez que tout autour de cette scène, de cette rencontre entre Jules César et Vercingétorix, eh bien, nous avons l'ensemble des généraux et des légionnaires qui ont accompagné Jules César, et vous voyez que ceux-ci ont même construit des forts, des camps romains équipés de tourelles. Cet événement, cette peinture, que représente-t-elle ? Eh bien, elle représente une étape dans la fin de la guerre des Gaules. Alors, cette guerre des Gaules, ça, vous devez connaître, c'est un événement excessivement important. Elle se passe entre 58 et 52 avant Jésus-Christ. Et les armées romaines, les légions romaines, commandées par le général Jules César, vont envahir, ils vont conquérir la Gaule. Et ils vont rencontrer toute une série de tribus gauloises durant leur campagne. Certaines vont les accueillir de manière assez amicale, et d'autres vont se révolter contre cet envahisseur romain. C'est le cas notamment de Vercingétorix, qui est représenté ici, qui est l'un des chefs gaulois qui va amener ses hommes à la bataille face aux légions de Jules César. Et il y aura d'autres chefs militaires, comme par exemple celui de la tribu des Tongres, un certain Ambiorix, qui mènera une véritable guerre contre Jules César et ses légions. Ensuite, nous avons, après Jules César, qui est finalement assassiné en 44 avant Jésus-Christ, eh bien, nous avons une période politique qui est assez trouble dans l'histoire romaine, jusqu'à l'avènement de ce personnage qui est représenté sur cette sculpture. Il s'agit d'Octave, qui, toujours au 1er siècle
avant Jésus-Christ, va accéder au titre impérial. Il devient le premier empereur de l'histoire de l'Antiquité romaine. Et donc, Octave va devenir l'empereur Auguste. Et vous voyez, ce couronnement arrive après Jules César. Donc, je le répète, Jules César n'a jamais été empereur. Et vous voyez sur cette diapositive, vous avez une espèce de ligne du temps qui nous conduit vers une pièce de monnaie à l'effigie du dernier empereur romain d'Occident. Ce dernier empereur romain d'Occident, c'était un jeune enfant qui se faisait appeler Romulus Augustus. Je reviens à ce concept d'époque gallo-romaine que vous voyez ici. Alors, cette époque gallo-romaine, elle se termine, regardez bien, en 476 après Jésus-Christ, avec le terme du règne de ce jeune empereur Romulus Augustus, le dernier de sa lignée. Et cette époque gallo-romaine, elle débute avec la fin de la guerre des Gaules en 52 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'époque gallo-romaine ? Eh bien, en fait, je crois que c'est assez simple à expliquer. L'époque gallo-romaine, elle se passe donc en Gaule, si vous voulez. L'époque gallo-romaine, c'est la période durant laquelle la Gaule va devenir une province romaine. Tout d'abord, c'est la République romaine qui va annexer la Gaule, conquise par Jules César, et ensuite, eh bien, cette Gaule, elle va continuer à être administrée par les Romains durant le régime impérial instauré par Auguste. Et si vous voulez, durant l'époque gallo-romaine en Gaule, eh bien, nous allons voir des Gaulois qui vont continuer à vivre normalement comme les Gaulois de l'avant-guerre des Gaules. Et vous allez avoir une nouvelle société, une nouvelle partie de la population gauloise qui va s'adapter aux mœurs romains. Et cette nouvelle société s'appelle la société gallo-romaine. Alors, qu'est-ce qu'un gallo-romain ? C'est un Gaulois qui va vivre tout simplement à la romaine, qui va notamment, on voit ce bas-relief à l'écran, qui va notamment demander l'aide d'un enseignant, d'un professeur, d'un instructeur pour qu'il enseigne le latin à ses enfants gaulois. C'est la scène que nous voyons ici, un maître d'école qui est en train de donner une leçon, d'enseigner à de jeunes enfants d'origine gauloise qui vont se romaniser par l'éducation. Un gallo-romain, il va vivre dans une villa, reprenant les plans des villas romaines. Il va utiliser les fameuses voies de communication que les Romains vont établir en Gaule, ces fameuses voies en pierre qui, pour certaines, existent toujours aujourd'hui. Les Gallo-Romains vont se mettre à consommer davantage des produits venant de la Méditerranée, notamment du vin, des olives et d'autres produits du bassin méditerranéen. Donc, fatalement, ces Gaulois qui peuvent se permettre de vivre à la romaine, mais ce sont des Gaulois fortunés qui ont les moyens justement de faire mander des maîtres d'école, de se procurer et de consommer des produits qui proviennent quand même de régions assez éloignées à la Gaule.